Bienvenue à tous et à toutes dans la Alt-F4, un espace de discussion sur les jeux qui marquent. Moi c'est Thomas et ce soir je suis accompagné de Maxime. Salut Maxime. Salut Thomas. Donc là, Alt-F4, vous pouvez nous retrouver donc sur Switch. N'hésitez pas pour découvrir ou redécouvrir des jeux qu'on peut faire ensemble. Et n'hésitez surtout pas aussi à suivre sur Twitter et sur Facebook pour suivre l'actualité de la page où vous allez découvrir en fait donc les jeux qu'on fait et aussi des let's play sur ces jeux. Exactement. Donc ce soir on va parler d'un jeu, on va parler de Shadow of the Colossus et je vous propose tout simplement de commencer maintenant. De commencer d'abord par introduire. On va pas parler d'abord de l'expérience de Shadow of the Colossus, on va passer un petit temps d'abord avant de plonger dans l'expérience. Alors Shadow of the Colossus, pour revenir un peu sur des dates, il est sorti, souviens-toi Maxime, en 2006 sur PlayStation 2. Il a été fait par la team ICO et Ouais. alors c'est vrai que c'est toi qui tu m'avais offert Shadow of the Colossus. Oui, Alors je sais pour plus ton anniversaire. je sais plus en quelle année, du coup c'était en 2007. Peut-être en 2007, je sais plus. Ouais, ça devait être dans ces eaux-là, ouais, 2007-2008 par là. Ouais, je crois, ouais, en 2007. Alors du coup, je l'avais fait sur PlayStation 2, mais je l'avais pas terminé. J'avais beaucoup aimé Shadow of the Colossus à l'époque, mais c'était peut-être un peu trop compliqué pour moi, peut-être à l'époque encore, je ne sais pas. Mais je l'avais pas, voilà, j'avais pas été jusqu'au bout de l'expérience. Et toi, tu l'avais sur PlayStation 2 ou pas, Maxime? Alors, je l'avais aussi, et comme toi, j'ai pas été au bout. Bon, sur PS2, c'était du niveau PS2. Là, on va vous parler du jeu dans sa globalité, mais c'est vrai que nous, on aura travaillé sur enfin, on a fait la version remaster. Oui, alors du coup, on a fait, bien sûr, on n'a pas fait Ouais. la version On n'a pas PlayStation fait 2. la version PS2, Et ouais. c'est vrai qu'à l'époque, bon, notamment le framerate, il était un peu, il faisait un peu des siennes. C'était pas très C'est vrai. fluide. Ouais, c'est C'est pas ça. très fluide comme jeu. Donc c'était, pour moi, c'était quand j'étais plus jeune, c'est vrai que ça me freinait beaucoup. Et j'ai un souvenir aussi d'une image assez sombre. Peut-être oui, peut-être que Mm. l'image était peut-être pas. Ouais, j'ai pas, ça je me souviens pas vraiment. Mais bon, c'est sûr que c'est pas la qualité qu'on a actuellement. Alors après, pour autant, il y a quand même eu un remaster en 2013 avec ICO, Shadow of the Colossus et ICO, le premier jeu de la team ICO, ont été remasterisés en 2013 sur PS3 PlayStation du coup. 3. Sur Ouais. PlayStation 3, bien sûr. Tout ça, c'est Sony, ça a été édité par Sony, donc c'est uniquement exclusif à PlayStation. Ouais. Et donc le remaster a été fait par Bluepoint Games, et Bluepoint Games, c'est justement le studio qui a fait le remake qui est sorti en 2018. Le remake qu'on a fait donc ensemble sur PlayStation 4. Un remake où là, bon, bah, tout a été refait. Alors, on va dire, il y a eu un ravalement de façade, on va dire. Le squelette du jeu reste le même, mais la représentation, le graphisme a été refait, a été affiné. Et donc, il y a eu un gros travail, mais le but de ce studio, c'était quand même de garder le cœur du jeu intact, ce qu'ils ont fait. Et donc là, bah, nous, on a redécouvert ce jeu-là finalement, et on l'a terminé cette fois-ci sur PlayStation 4, surtout sur PlayStation 4, et c'était, bon bah, c'est sûr que l'expérience était quand même plus facile, enfin, c'était quand même plus fluide qu'à l'époque Ah bah oui, puis sur PlayStation 2. On a aussi plus de bouteilles dans le jeu vidéo, donc aujourd'hui on Aujourd'hui, maîtrise voilà, mieux, c'est sûr. on maîtrisait moins à l'époque. C'est sûr. Donc, mais faut savoir aussi qu'à l'époque, le jeu, on a souvent dit qu'il poussait vraiment la PlayStation 2 dans ses derniers retranchements. Enfin, c'était vraiment, je crois que c'était peut-être la fin de la PlayStation 2 à cette époque-là, je ne sais pas trop d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, c'était Non, vraiment un jeu qui, non, peut-être pas. Mais c'était un jeu qui vraiment poussait la PlayStation 2 dans ses retranchements. Ah bah ça se ressentait, Ça se quand ressentait. tu jouais. Bah oui, ça se ressentait. Donc c'était pas, voilà, bon, on n'était pas encore. Donc Jeu en tout que cas, j'avais voilà. trouvé d'ailleurs, à l'époque, je me rappelle, c'était au Carrefour à 5€, neuf. Autant te dire qu'aujourd'hui c'est juste impensable. Bah oui, bah, c'est vrai que là le jeu sur PlayStation 4, 9, je sais pas à combien il est. Alors moi je l'ai eu 9 à 25. Tu l'as eu 9 à 25. Moi je suis passé Ouais. par un système d'échange, donc je sais pas, je l'ai eu pas gratuitement, mais bon, je connais pas son prix. Oui, Je connais pas son prix, mais bon, je pense que ça les vaut largement. Même voilà, ça les vaut. Mais c'est vrai que ouais, sur PlayStation 2, tu l'avais eu donc à 5€ toi à l'époque. Oui, mais Ouais. c'était une promo, hein. Mais bon, c'est un jeu que même en promo aujourd'hui, enfin, voilà, le jeu a pris de la notoriété, tu le trouverais pas à ce prix-là aujourd'hui. Non, c'est sûr. Bah, je sais pas, sur PlayStation 2, je sais pas combien il est actuellement. Je sais pas s'il a pris de la valeur avec le temps. Aucune idée, Franchement, mais sur moi, PlayStation sur 2, PS2 peut-être.
PlayStation 2, c'est quand même une PlayStation qui a sorti beaucoup de jeux, donc je pense que ces jeux-là n'ont pas beaucoup de valeur, je crois. Bon, je suis pas un spécialiste du rétro gaming, mais c'est des choses que j'ai lues, comme quoi la PlayStation 2, il y a tellement de jeux qui sont sortis, c'est une console c'est la console la plus vendue de l'histoire, je crois, hein, 120 millions d'exemplaires. Donc, Je crois aussi, ouais. C'est pas, voilà, les jeux qui sont sortis, je pense pas que ça ait beaucoup de valeur. Alors après, Shadow of the Colossus, c'est vrai que c'est un jeu, il avait fait du bruit à l'époque. Moi, j'avoue qu'à l'époque, je connaissais rien à cet univers, vraiment, et il avait fait du bruit, parce que le créateur du jeu, qui s'appelle Fumito Ueda, il avait fait donc Ico. Il avait d'abord fait Ico en 2001, et Ico, c'était un jeu c'était un jeu assez iconique, justement, c'était un jeu assez unique, qui avait fait, qui était dans un style un peu différent de ce qu'on voyait d'habitude, et donc du coup, ça avait fait un peu de bruit. C'est un jeu que j'ai pas fait, moi, ça. Moi je l'ai fait, mais justement je l'ai fait l'année dernière, je crois. Je l'ai fait parce que je voulais le faire. Ah oui. Oui, je me suis dit. Récemment. Après c'est un jeu, tu peux le faire que sur PS2 ou sur PS3 si t'as la PS3. Moi j'ai pas la PS3, donc comme j'avais une PS2, je me suis dit, je vais rebrancher la PS2 et puis je vais tenter le jeu Ico. Donc je l'avais fait l'année dernière. Et c'est vrai que c'est un jeu, bon, ça ressemble un peu à Shadow of the Colossus, c'est pas exactement Shadow of the Colossus a quand même plus d'ampleur que Ico, qui est un peu plus intimiste, je trouve. Mais alors, on a un commentaire qui nous demande si on peut baisser un petit peu la musique. Ah oui, ça, j'ai pas baissé la musique, c'est vrai. Ah oui, elle est peut-être un peu trop forte la musique là. J'avais dit que je la baissais. Hop. Merci. Voilà. Exactement. Donc oui, donc c'est vrai que Ico, Ico c'est un peu plus intimiste, on va dire, que Shadow of the Colossus. C'est un peu moins, c'est pas vraiment une épopée comme Shadow of the Colossus dont on pourra parler maintenant. Mais c'était un jeu qui tentait autre chose, qui tentait quelque chose de plus artistique, on va dire, de plus contemplatif, de plus évocateur. Et ça, voilà, Ico, bon, ça m'a plu, mais bon. C'est encore une fois, bon, il y a ça n'a pas été refait, ça n'a pas été remasterisé, donc l'expérience était pas non plus, pour moi, était pas mémorable. Mais bon, je l'ai pas fait à l'époque, donc j'ai pas eu le même ressenti qu'une personne qui l'a fait à l'époque et qui s'est pris sûrement une claque. Ça, je suis d'accord, mais c'est vrai que bon, c'était plus compliqué pour moi là. Moi, je l'ai pas fait, donc j'ai pas spécialement d'avis dessus pour l'instant. Toi, par contre, t'as fait le 3e jeu de Fumito Ueda, t'as fait The Last Guardian. Oui, The Last Guardian, on pourrait en parler, mais c'est pas le sujet du jour. Mais c'est pas le sujet, on en parlera peut-être. Ouais, on en reparlera peut-être. Après, voilà, juste pour faire une petite aparté, je suis très mitigé sur le jeu parce que le jeu est très beau, voilà. Mais en fait, au niveau gameplay et tout, je le trouve tellement pas intuitif et tellement pas réussi qu'en fait, ça gâche un peu l'expérience. Bon, là, on parle de The Last Guardian, hein, mais par contre, oui, c'est un jeu qui est magnifique et qui a une belle idée derrière. Ouais. Une belle atmosphère, une belle ambiance. Voilà. Après, c'est des jeux. Donc, le but de Fumito Ueda, c'est de faire ressentir des émotions. C'est une personne qui disait, j'avais lu dans une interview, il disait que ce qu'il aimerait, c'est que les adultes, à son époque, à l'époque où il a créé des jeux, c'est que les adultes reviennent aux jeux vidéo. Il estimait que les adultes souvent quittaient le monde du jeu vidéo pour aller plutôt vers le cinéma, vers le roman, tout ça, mais il disait qu'il voulait qu'ils reviennent, comme si le jeu vidéo n'était pas assez mature. Donc il voulait... à l'époque, on avait peut-être moins de jeux comme on a aujourd'hui, peut-être. Ah bah oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on peut pas dire que le jeu vidéo commence à prendre quand même de la maturité. Mais à l'époque, c'était peut-être encore un peu... c'était peut-être pas évident, ça. Et il a voulu créer comme ça des jeux un peu plus, un peu plus artistiques et moins typique dans le jeu vidéo, moins stéréotypé. Rien que la pochette du jeu, là, l'image du jeu qu'on voit, on se dit déjà tout de suite que c'est pas un jeu pour les 7-8 ans et qu'on va avoir... Enfin, je trouve que cette image, elle dégage vraiment beaucoup de choses. Elle évoque beaucoup de choses. Ouais. Oui, on a l'impression de voir David contre Goliath, on a l'impression que c'est assez... ça, il y a une noirceur, il y a... C'est sûr que c'est pas du jeu vidéo à la Nintendo, hein. On n'est pas sur le même public, hein. On n'est pas sur la même idée. Donc c'est voilà, alors c'est pas pour critiquer les jeux vidéo de Nintendo, hein, loin de là, c'est pas ça, mais c'est que non, parce qu'on en fait aussi, hein. Bien sûr, tout à fait, et c'est pas ça, mais c'est juste que Fumito Ueda, il voulait quand même que le jeu soit beaucoup plus immersif,
qu'on se sente plus vraiment dans un jeu, mais qu'on se sente impliqué dans une aventure. Et c'est ça, ça va être ça son objectif. On verra si c'est réussi ou pas. Mais c'est ça son objectif, c'est d'oublier qu'on est dans un jeu vidéo. Quand tu joues à un jeu Mario, t'oublies pas que t'es dans un jeu vidéo. Ce que tu es, enfin tu le sens. T'es en train de manipuler un pion et on t'indique sur ton écran, il y a plein de choses qui apparaissent sur ton écran, l'interface. Exactement, voilà tu sais que t'es en train de jouer. Mais avec Fumito Ueda, on est en train de jouer, mais on essaie d'oublier qu'on est en train de jouer. Comme si tu étais face à un film au cinéma et que tu oublies que tu es dans un film. Tu oublies que tu es un spectateur. Donc tu es immergé dans une histoire. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. C'est ce qu'il a essayé de faire. Ça reste Shadow of the Colossus et on verra ce qu'on a pensé. On verra. Voilà. On va garder ça en tête et puis on va essayer de voir si l'objectif est atteint. Pour Ico, c'était... Bon, moi j'ai trouvé que c'était... Voilà, Ico dégageait quand même une émotion. Pour rappeler juste vite fait, Maxime, toi qui n'as pas fait Ico, mais dans Ico, tu incarnes un petit personnage. Tu sais pas ce qu'il fait là, tu sais pas pourquoi il est enfermé, mais on va l'enfermer dans une forteresse et il arrive à s'échapper. Et il rencontre une jeune fille et tous les deux ils vont essayer de s'échapper. Et le principe du jeu, c'est que tu dois jamais quitter la jeune fille. La jeune fille, elle est pas... Bon, elle est un peu maladroite. Elle n'est pas très aventurière, et toi tu la prends toujours par la main en maintenant une touche, la touche R1, tu la tiens par la main, et c'est en la tenant par la main que tu la fais avancer dans l'histoire. Elle peut pas avancer sinon, elle peut pas avancer. Et de temps en temps... C'est le même concept que The Last Guardian, mais avec un gameplay un peu différent, mais sinon c'est le même concept, quoi. Bah dans The Last Guardian, oui, je crois qu'il y a donc il y a un animal que c'est tu le suis. Gros animal qu'il faut, ouais. Voilà, donc du coup, il y a toujours il y a ces duos dans The Last Guardian et dans Ico. Et dans Ico, justement, donc tu conduis la jeune fille, et de temps en temps, il y a aussi des ombres qui apparaissent, et tu dois et ces ombres-là sont là pour attraper la jeune fille et la faire disparaître dans un trou noir. Et tu dois essayer de faire en sorte de ne pas que cette jeune fille ne se fasse pas avoir. En essayant de en combattant les ombres avec un bâton, le combat il est pas agréable dans Ico. Enfin ça j'ai pas aimé du tout, et c'est pas... De toute façon, Fumito Ueda dit bien qu'il est pas un spécialiste du gameplay fignolé, du gameplay aux oignons, hein. C'est pas sa force, et c'est vrai que c'est pas sa force, hein. Mais voilà, en tout cas dans Ico, il voulait dégager cette émotion du fait d'avoir ce lien qui se crée avec cette jeune fille, et c'est vrai que il y a un lien qui se fait. Et en plus, les deux personnages ne s'entendent pas, ne s'entendent pas, ils ne se comprennent pas, ils ne parlent pas la même langue. Dans Ico, la communication est simplement gestuelle. C'est-à-dire que tu peux, alors avec la touche R1, tu peux prendre la main, mais tu peux aussi dire à la jeune fille, viens par là. Tu peux lui dire de sauter, de monter sur une plateforme pour que tu puisses l'attraper et l'aider à sauter, par exemple. C'est un jeu qui veut faire comprendre un peu qui veut créer un lien avec une IA. Et il réussit, hein. On sent la présence de l'IA. Les personnages sont bien animés et on s'attache à elle. Et je pense que c'est ça aussi dans The Last Guardian. Je pense que, d'après ce que tu disais... The Last Guardian, c'est ça, on s'attache réellement à la bête, jusqu'à la fin, hein. Je vais pas vous spoiler le jeu parce qu'aujourd'hui on n'en parle pas, mais c'est vrai que tout le long du jeu on en est amené à s'attacher à cette bête qui est un mélange de chien, chat, avec des cornes, enfin c'est très bizarre. Ouais. C'est très bizarre, mais oui, c'est le même concept. Ouais. Donc voilà. Mais après, au niveau gameplay, là, je me souviens que t'avais pas été très... Ah, j'ai eu des rage kits, ouais. Dans Ico, je crois pas, mais je pense que j'étais pas loin quand même aussi parfois. C'est pas. Et dans Shadow of the Colossus. Et donc là, maintenant, là, on va plutôt s'intéresser ce soir à Shadow of the Colossus, et puis on va maintenant entrer dans le vif du sujet. On va rentrer. Un jeu que j'ai terminé, moi, il y a... Shadow of the Colossus, j'ai dû le finir il y a 15 jours à peu près. Ouais, bah pareil pour moi, je crois, peut-être 15 jours, 3 semaines. Donc on l'a fait il y a peu de temps, donc ça va être encore... C'est encore frais, ouais. Ça reste encore frais pour nous. Alors, dans cette discussion, on va commencer d'abord, on va faire les choses une par une. On va commencer par raconter le début du jeu. On va parler du début du jeu, puis après on verra le cœur du jeu et ensuite la fin du jeu. On va diviser la discussion en 3 parties pour pas se perdre et pour suivre un peu un fil conducteur, un récit. Attendez-vous dans l'émission, enfin dans la discussion à être spoilé, hein, sur tous les jeux dont on discutera. Le spoil est de mise. Bah voilà, c'est dans la LTF4, si on vient, c'est que bon, soit on a fini le jeu et on vient en discuter,
on vient partager ses ressentis, ses analyses avec d'autres personnes, ou alors le spoil ne nous dérange pas. Donc Voilà. mais par contre, oui, si le spoil vous dérange, il faut pas venir nous voir. Il faut d'abord faire Finissez le jeu avant Voilà. d'avoir, Et avant de venir. vous irez voir la rediffusion sur YouTube, Exactement. de la discussion. Début du jeu, je te laisse. Tu veux commencer, Maxime, ou pas? Tu veux... Eh ben, début du jeu, ouais, je peux. Début du jeu, en fait, on lance le jeu donc sur la PS4, hein, et on arrive sur la cinématique que vous voyez là, où en fait on n'a pas plus d'explications que ça. C'est-à-dire qu'on voit notre personnage, donc Wander, qui s'appelle Wander, qui transporte sur son cheval qui s'appelle Agro, ça on pourra l'entendre plusieurs fois dans le jeu, une personne qui a l'air décédée. Et on le pense, hein, qu'elle est décédée, effectivement. Et on va sur un temple, en fait. On se dirige vers un temple. Et on comprendra, après la discussion d'un esprit qui s'appelle Dormin, qu'en fait, cette personne est décédée et qu'on veut la réanimer. C'est tout ce qu'on sait au départ du jeu. On ne sait rien d'autre, on n'a pas le contexte de ce qui s'est passé avant, on ne sait pas pourquoi elle est décédée, on ne sait pas qui sont ces personnages, de quelle population, on ne sait rien de plus en fait. On est vraiment tout de suite plongé dans le jeu. Exactement. Alors c'est vrai que cette cinématique, elle est assez... Il y a une belle musique. Une belle très musique, belle cinématique. C'est pas une musique plein d'emphase, hein, c'est une musique assez simple, assez poétique. Et qui nous plonge vraiment dans cette ambiance, je trouve. Et comme tu dis, donc il n'y a pas de... on ne dit rien sur l'univers dans cette cinématique. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a aucun dialogue. Sauf, quand le personnage Wander, le héros de l'histoire, se met à dialoguer avec une sorte de divinité dont on entend uniquement des voix, et une divinité d'ailleurs qui a des voix multiples, hein, elle a la voix à la fois féminine, masculine, c'est un mélange de voix, et ça reste assez mystérieux. Et pour justement pour vous dire, hein, le personnage Wander, il ne sera jamais évoqué son nom. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on dit Wander, mais... moi j'ai lu ça dans des articles que le personnage s'appelle Wander, mais c'est vrai que je pense pas que dans le jeu il en fait mention nulle part, non ? Oui, je ne pense pas. Alors après, on n'a pas creusé le jeu de fond en comble, mais j'ai pas l'impression qu'on nous vous voyez là sur le gameplay, vous voyez bien que voilà, on a ce grand pont qui nous amènera au temple. Exactement, c'est le seuil. C'est le début du jeu. C'est le seuil du jeu, c'est le seuil qu'on franchit pour rentrer dans l'espace du jeu finalement, qui sera ce qu'on appelle les terres. Ouais, c'est ça, c'est le début du jeu, donc c'est les terres interdites où on va être, et on va rester tout au long du jeu, une sorte de monde ouvert. Un monde ouvert, on va mener nos actions. Donc comme tu dis, donc Wander il ramène une personne, donc on ne sait pas qui est cette personne. Voilà, on ne sait pas. On imagine que c'est peut-être sa compagne, on peut penser que c'est sa sœur, on peut penser que c'est sa voisine, on peut penser que c'est ce que tu veux. Enfin, c'est pas... Voilà, ça. On n'en sait rien, et ça, c'est laissé à l'imagination. Et ça, c'est un point que Fumito Ueda, il tenait un peu à ça, parce que pour une anecdote, c'est que dans une interview, il disait que lui, il aimait bien que l'imagination prenne beaucoup de place. Parce que il préfère parfois fantasmer les choses, imaginer les choses, plutôt qu'on nous les dise vraiment. Il trouve que par l'imagination, il y a beaucoup plus de richesse. Et notamment, lui, il disait quand il était jeune, il aimait bien regarder des films dans une langue étrangère, comme des films en anglais, et des films qu'il ne comprenait pas vraiment entièrement, mais il préférait ça parce qu'il imaginait les choses, il comblait les vides par son imagination. Et là, dans ce jeu-là, Shadow of the Colossus, c'est le cas aussi dans Ico, où on ne dit pas grand-chose sur l'univers. Là, ça reste assez mystérieux, et en fin de compte, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer que c'est sa sœur, on peut imaginer beaucoup de choses sur l'univers. Ouais. Pourquoi ils sont là ? Pourquoi ils ramènent cette fille ? Dans quel univers ils sont ? Et d'ailleurs, cette cinématique de le voir faire ce chemin jusqu'à ce temple. D'ailleurs, si vous ne la laissez pas au début du jeu, parce que c'est avant le menu ça. Donc si vous ne la laissez pas, en fait, le jeu, quand vous allez le démarrer, démarre direct. On est devant le temple. Voilà. Ça, je savais pas. Ça, du coup, c'est vrai que ça, c'est avant qu'on arrive sur le menu principal. Oui. Ouais, c'est avant d'arriver sur le menu, ça. Ouais, peut-être bien. Ouais. Et donc, quand tu lances le jeu, tu penses que la cinématique, on l'a pas. Alors, peut-être qu'elle reste. Moi, c'est vrai que j'ai pas fait le test. Peut-être qu'elle reste. Mais... tu ne l'as pas validée au moins une fois là, au premier lancement du jeu. Peut-être que tu as l'obligation de la regarder.
c'est possible, hein. Si le jeu n'a pas de sauvegarde, peut-être qu'il empêche de la passer. Mais en soi, il se passera. Si vous la passez, voilà, vous la voyez pas. Mais vous pouvez la regarder à chaque lancement du jeu, même si vous avez Par déjà contre, oui, commencé le jeu. la cinématique, oui, on insiste quand même pour que tu la vois. Donc c'est vrai qu'à Voilà, chaque lancement c'est du ça. jeu, la cinématique se lance. C'est vrai. Et Exactement, ouais. tu peux la passer en maintenant croix. Donc, Oui. donc voilà, on arrive, comme tu dis, dans ce temple, alors qu'on appelle j'ai lu ça aussi dans le promontoire vert. Bon, après, encore une fois, c'est pas dit dans le jeu, hein. Mais voilà, on arrive dans ce temple. Et comme tu dis, il pose la jeune fille sur un autel. Et il entend une voix, il entend un dieu, une divinité. Et on comprend quand même que il va faire un pacte avec ce dieu. Ce dieu lui dit, ce personnage Wander est venu pour ressusciter cette jeune fille, et il sait que dans ces terres interdites, il y a une divinité qui est capable de faire ressusciter donc, les personnes, les défunts, mais par contre ça va pas se faire gratuitement. Il va falloir conclure un pacte avec cet être-là, et voilà, il va falloir donner un service en retour. Et c'est ce qu'on comprend. Après, quel service ça, on sait pas exactement, mais c'est pas gratuit. On va l'apprendre rapidement. Voilà. On va l'apprendre quand même rapidement. Est-ce qu'on l'apprend dès la cinématique, ça, du début, Maxime? Est-ce qu'il te donne l'objectif? Non, pas de mémoire. Il te dit pas ce qu'il y a à faire. Il te dit pas qu'il faut tuer les 16 colosses qui sont dans cette terre interdite. Il te dit qu'il faut tuer les colosses. Oui, il te le dit quand même. Voilà. Oui. Parce que voilà, donc le but, la divinité qu'on entend, elle nous dit, je suis capable de ressusciter cette jeune fille, mais en échange, tu dois, pourquoi ça on sait pas, mais tu dois achever 16 colosses, tu dois abattre 16 colosses, qui correspondent aux 7 statues, aux 7 idoles qui sont derrière lui, qui sont derrière le personnage de Wander, sont dans le temple. Donc, le long du couloir d'entrée, en fait. Le long du couloir d'entrée. Donc on voit 16 grandes statues, 16 qui sont incarnées dans les terres interdites par 16 colosses, et il va falloir abattre ces colosses pour détruire toutes ces statues-là. C'est ce que nous demande pour pouvoir ressusciter après donc la jeune fille. Alors après, pourquoi Dormin nous dit c'est impossible à faire, mais quand Dormin se rend compte qu'on a l'épée de lumière, ce qui s'appelle l'épée de lumière, on a une épée particulière, il se dit là, toi, tu es capable de le faire. Je pense que tu peux tenter ta chance. Tu peux tenter ta chance, en tout cas. Et cette épée-là, on apprend aussi que c'est une épée interdite, en réalité. On comprend que Wander, il a volé cette épée. C'est une épée qu'il ne devrait pas avoir en main. Si ces terres sont interdites, c'est parce que il ne faut pas... il y a un danger. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas conclure On comprend que... Il faut peut-être pas conclure ce pacte avec cette puissance, avec cette divinité. Malgré tout, on va le faire. On va le faire, et c'est ce qui nous laisse penser qu'effectivement, cette personne-là, pour Wander, c'est pas sa voisine, par exemple, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a vraiment un lien très fort entre ces deux-là, donc on va vite penser que c'est familial. Oui, tout à fait. Après, c'est bien qu'on n'aura jamais l'info. Hein. Oui, on n'aura jamais l'info, de toute façon. On n'aura jamais l'info. Donc, après, ça dépend de chacun, hein, du coup, mais en tout cas, il y a une affinité sûrement très forte. Il y a un lien sûrement très fort entre les deux, ça c'est sûr. Donc là, on voit apparaître dans la cinématique du début, c'est là où donc il brandit son épée pour essayer de faire reculer, de faire disparaître certaines des ombres qui apparaissent. Donc voilà, ces ombres qui apparaissent, c'est pas rassurant quand même. Hein. On se dit mais pourquoi? Ah non, il y a quelque chose de louche dans tout ça. Il y a quelque chose de louche. Et effectivement, c'est quand Dormin va voir cette épée-là, qu'il va se dire, il y a peut-être quelque chose à faire. Il va peut-être le faire. Tu as l'épée de... J'ai appelé ça moi l'épée de lumière. Tu as l'épée de lumière, tu peux faire quelque chose avec ça, tu peux combattre les colosses avec ça. Et on va direct être lancé dans le jeu en fait. Alors exactement, c'est vrai que le jeu finalement, il nous apprend pas grand-chose. La cinématique, il nous apprend pas grand-chose, c'est pas une scène d'exposition très fournie, mais... Elle nous met directement, en fin de compte, cette scène-là, cette cinématique, elle nous donne un objectif simple, c'est abattre 16 colosses. Et en cela, finalement, on va directement dans le jeu. Comme tu dis, Maxime, on va directement dans le jeu, en fin de compte. On a un objectif, c'est abattre les 16 colosses. Voilà, simplement. Et c'est le seul objectif du jeu. Exactement. On ne se perd pas en explications. On nous dit... Ouais, tu as 16 colosses à abattre, donc finalement, Fumito Ueda disait qu'il n'avait pas envie de faire une cinématique de 30 minutes
dans laquelle on apprend tout ce qui se passe dans le monde, pourquoi les personnages sont là. Voilà, il voulait pas se perdre là-dedans. Il voulait que le joueur, justement, qu'on ait vraiment un jeu, qu'on soit vraiment joueur et qu'on arrive très rapidement au moment où on interagit dans le jeu et pas qu'on soit simplement un spectateur. En tout cas, que la cinématique soit pas trop longue. Et d'ailleurs, petite subtilité, c'est que les cinématiques, on peut contrôler un peu la caméra dans les cinématiques. Alors ça, moi je t'avoue on a un que... déplacement léger sur toutes les directions. Voilà. On garde l'orientation principale, mais on peut bouger un tout petit peu la caméra dans chaque cinématique. Ouais. Exactement, on peut changer un peu l'angle de la caméra, et puis on peut zoomer aussi. On peut zoomer en maintenant, je crois que c'est L1, tu peux zoomer. Après, bon, c'est l'idée, la philosophie là-dedans, c'est que Fumito Ueda, il veut essayer de faire en sorte que le joueur garde le contrôle, justement, il soit toujours joueur, même pendant les cinématiques. Mais bon, après, moi, je trouve pas je trouve pas ça vraiment très probant dans les cinématiques. Non, pour moi, ça sert pas à grand chose. Ça nous implique pas plus que ça dans la cinématique. Encore une fois, à l'époque, peut-être qu'il y avait moins de jeux avec des cinématiques aussi. Là, aujourd'hui, les cinématiques, c'est monnaie courante dans les jeux. Oui, alors à l'époque, je sais pas si en 2006, c'était très très répandu, mais bon, quand même, je pense que ça commençait peut-être à se développer. Ça commençait sûrement à se développer pas mal. Donc je pense que si c'était quand même très présent, parce que justement, lui, il voulait éviter qu'il y ait trop de cinématiques. Donc je pense que c'était déjà... ou alors peut-être que justement, oui, on était dans le début des cinématiques et que tout le monde en mettait partout, quoi. Oui, voilà, mais après, voilà, encore une fois, Fumito Ueda, ce qu'il veut, c'est que le jeu vidéo soit pas vraiment trop dépendant du cinéma. Parce qu'une cinématique, c'est du cinéma, c'est plus du jeu vidéo. Et quand c'est la cinématique qui te raconte tout, quand c'est la cinématique qui te fait transmettre des émotions, dans ces cas-là, finalement, il y a le cinéma qui est là, qui te transmet l'émotion, et puis tu as le jeu qui est là juste pour un divertissement. Et après, tu as la cinématique. Donc ce qu'il veut, Fumito Ueda, c'est que le jeu même puisse te transmettre des émotions. Donc il faut que le joueur soit toujours actif, et dans cette action, il faut qu'il puisse ressentir des émotions, et il faut que ça puisse lui raconter quelque chose, lui évoquer quelque chose. Donc c'est ce qu'il veut. Donc là, comme voilà, on l'a dit, la cinématique, elle n'est pas trop longue, et elle nous donne simplement l'objectif, et elle nous met directement donc dans l'action. Et à la fin de cette cinématique, si je me trompe pas, à la fin de cette cinématique, Wander, il est où ? Il est face à Mono. Et en fin de compte, c'est simplement pour te dire que ton objectif, c'est ça, c'est Mono, c'est ressusciter Mono. Du coup, c'est le seul objectif que tu as à faire. Voilà. Puis c'est vraiment le seul objectif du jeu en fait. Exactement, c'est ton challenge. Il n'y a rien d'autre à côté. Voilà, ton challenge, c'est tu vas aller tuer les colosses un par un. Exactement. Est-ce que tu veux qu'on passe on peut passer au cœur du jeu maintenant ? On va quitter cette cinématique. Bah, justement, là, on arrive à la fin de la cinématique. Voilà, Wander est face à Mono. On va voir apparaître, je crois, le cheval aggro derrière. Donc, timing parfait. Je crois. Non, pas aggro. Du coup, donc voilà, il est face à Mono. Et je crois justement qu'en plus, le premier colosse. Et là, on peut prendre la main. En face. Et là, on peut prendre la main. Je sais pas. Après, je vais peut-être m'arrêter rapidement quand même sur, je pense encore là-dessus, parce que le début du jeu, c'est quand même aussi là, on a vu que la cinématique, mais on n'a pas encore parlé de l'interaction avec le personnage, parce que là, donc on voit, là, on part directement sur notre cheval aggro, mais toi, je sais pas comment tu as commencé à prendre en main Wander, mais moi, je suis resté quand même un peu longuement dans ce temple, à essayer de voir quelles étaient ces animations, quels étaient les contrôles. Oui, bah voilà, comme toi, hein, j'ai essayé tous les boutons et j'ai vu qu'en fait, on peut sauter, faire une roulade et taper avec son épée, quoi. Voilà, ça se limite à ça. Alors c'est vrai que ce qu'on va appeler donc le cœur du jeu, c'est le cœur de gameplay, ça c'est vraiment, on prend en main ce gameplay, et comme tu dis, donc on peut courir, avancer, on peut sauter effectivement, on peut s'accroupir aussi. Oui. On a une épée dès le début, on peut frapper avec l'épée, et puis on a aussi l'arc. On a un arc dès le début. Donc c'est tout ce qu'on a. Et avec flèche illimitée. Et d'ailleurs, ce gameplay-là, ce cœur de gameplay, il va pas évoluer dans tout le jeu. On ne va pas. Aucune évolution. Voilà, on va pas trouver une nouvelle épée, on va pas trouver un nouvel arc, on va pas trouver une épée plus puissante, on va pas avoir des nouvelles compétences dans nos mouvements. On va toujours avoir le même type de mouvement. Donc ça va pas évoluer. Et ça, c'est un point important. Il disait, Fumito Ueda, il veut toujours que le gameplay soit accessible. Il veut pas
je pense qu'il veut pas nous perdre dans une complexité. Parce que qui dit Et dans une complexité, combinaison de boutons, voilà, qui dit complexité dit qu'on revient justement au côté jeu vidéo vraiment. Il va falloir viser la performance. Et c'est là, ça, ce qu'il veut, c'est qu'on soit très vite pris dans le gameplay, dans un gameplay immergé quoi. accessible, et Mm. exactement qu'on soit très vite immergé dans l'univers. Et de toute façon, vous le voyez en plus là sur le gameplay, c'est que vous voyez à l'écran, il s'affiche rien hormis votre jauge d'endurance. C'est tout ce qui sera affiché à l'écran. Exactement. Et la Exactement. barre de vie quand vous en perdez, quoi. C'est tout. Exactement. Donc on a, ouais, sur l'écran apparaissent de temps en temps donc la jauge d'endurance et la barre de vie. Donc quand on est surtout en combat ou quand on fait des actions qui demandent de l'endurance, comme grimper par exemple sur des plateformes. Mais c'est vrai que sinon la jauge d'endurance et la barre de vie disparaissent. Donc l'interface disparaît. Et quand l'interface Ouais. disparaît, eh ben on se sent plus immergé dans l'univers. Ah, bon, on est C'est clairement, il y a juste le personnage au milieu des paysages et voilà, c'est tout. Exactement, c'est le principe. J'avais lu un jour une comparaison avec le cinéma. C'est comme si dans le jeu vidéo, quand il met une interface, et ben, ça te rappelle que tu es dans un jeu. D'accord, ça, on l'a Oui, dit. Et le cinéma, c'est comme si au cinéma, pendant le film, à un moment donné, tu voyais la perche la perche du micro et tu voyais le micro apparaître dans le film. Là, quand tu vois ça apparaître, bah, tu sais que tu n'es plus dans un film. Tu sais que c'est un film, du coup, ce que tu vois. voilà, T'es plus immergé dans l'histoire. Et donc, exactement. et en fin de compte, c'est ce qu'on appelle le hors-cadre. Ça, c'est le hors-cadre. Quand on voit le dispositif qui crée le film, on est dans le hors-cadre, on n'est plus dans l'univers. Et dans le jeu vidéo, bah, c'est pareil. Si tu mets une interface, eh ben, c'est comme si tu étais dans le hors-cadre. Tu rappelles en Oui, permanence, c'est comme dans les jeux Nintendo, tu rappelles en permanence que tu es dans un jeu. Donc, c'est c'est pas un ça. Vous voyez problème. là même le début du combat, vous voyez, qui a commencé, et bien même ça, il y a rien d'affiché à l'écran. C'est vrai, ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Je pensais que non, en gros, ça s'affiche maintenant. Voilà, C'est ça quand tu s'affiche commences à, uniquement quand. quand tu C'est commences ça. à grimper, là, tu vois ta jauge d'endurance Voilà. apparaître. Donc voilà, une interface donc très épurée pour nous immerger dans l'univers. Et d'ailleurs, au début du jeu, encore une fois, là, je suis encore au début, hein, quand je prends en main le personnage, il n'y a pas de musique dans ce jeu. Au début, il n'y a pas Non. de musique. C'est dans un univers qui est donc vide de musique et tu entends simplement l'environnement vivre autour de toi. Tu entends C'est simplement ça. l'ambiance sonore. Et Il y a de c'est la musique uniquement pendant les combats de Colosse en fait. exactement pendant donc Mm. quelques cinématiques et puis les combats de Colosse. Exactement. La musique La n'apparaît pas. cinématique très courte en fait, juste pour présenter le Colosse, c'est tout. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour parler de ce cœur de gameplay. Euh, on va parler du cœur du jeu maintenant, Maxime. On va Oui, passer oui, sur voilà. le cœur du jeu. Donc hop, je change de fenêtre et on passe maintenant au cœur du jeu. Donc là on a une Ouais. cinématique qui est prise au milieu du jeu. On verra que Ah, ça, c'est à la fin de chaque colosse, en fait, Mm. se passe, ça revient, en fait, on est téléporté dans ce temple, et on voit la statue du colosse qu'on vient de tuer se détruire, et on se relève ici. Voilà. À chaque combat de colosse, à la fin de chaque combat de colosse. Exactement. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on appelle, enfin, le jeu est très répétitif et le jeu révèle bien ce qu'on appelle une boucle de gameplay. Dans un jeu vidéo, il y a toujours une boucle. Une boucle de gameplay, on va dire, c'est un peu comme des chapitres dans un roman. C'est quelque chose qu'on va toujours répéter dans chaque jeu. La boucle de gameplay, c'est un objectif qu'on te donne, un challenge à remplir, et quand tu as fini ton challenge, tu as une récompense. Et dans C'est Shadow of the ça. Colossus, la boucle de gameplay, elle est ultra visible. Dès le début du jeu, on te Ah montre ta boucle de bah, gameplay. C'est quoi? C'est les 16 colosses qu'il y a derrière toi. Chaque colosse, c'est c'est ça. une boucle de gameplay. Et tu vas toujours répéter donc la même chose tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, Attends, tu vas jusqu'au colosse, tu le bats, tu reviens là. Tu repars par terre un autre colosse, tu le bats, tu reviens là. C'est ça, 16 fois. exactement. C'est 16 fois ce mécanisme-là. Alors, ça pourrait paraître répétitif. Ça l'est. Ça l'est pas. Ça l'est pas tant que ça, puisque il va y avoir des grosses variations dans tous ces Alors, il y a colosses. des C'est variations de pas. paysages, il y a des variations dans les colosses, parce que pour aller à chaque colosse, en fait, on va traverser différents paysages. C'est pas, on arrive dans des terres et puis on traverse toujours un champ avec de l'herbe. Il y a plusieurs, il y a de la forêt, il y a du désert. On a plusieurs types de paysages. Exactement. Alors, c'est vrai que cette boucle de gameplay, pour la préciser un peu, donc ça commence toujours par on prend son cheval aggro, et on va donc devoir chercher donc le colosse grâce à notre épée de lumière. L'épée de lumière, quand on la brandit,
il y a un rayon lumineux qui va se créer, et il va falloir suivre ce rayon lumineux, enfin là où les rayons convergent, il va falloir suivre ce chemin-là pour trouver le colosse. Donc c'est une sorte d'exploration qui n'est pas complexe, puisque finalement c'est un peu comme si on avait un GPS, hein, cette épée Ah oui, oui. nous aide vraiment, c'est pas compliqué de chercher le colosse dans le monde qui nous entoure, dans ce monde ouvert. Et donc ensuite on va arriver au moment où on va arriver au colosse, et là comme tu dis Maxime, donc le combat va s'enclencher. Alors c'est assez au début du jeu, quand on découvre notre personnage, il peut prendre son épée, il peut brandir son épée, il peut donner des coups dans le vent, mais finalement, à aucun moment, le combat, ça se passe comme ça. À aucun moment, c'est des coups Ah non. d'épée, le combat. Ah oui, non, à aucun moment. En fait, ces coups d'épée ne servent à rien. Ces coups d'épée ne servent à rien. Je pense qu'ils ne servent vraiment à rien. Enfin, Alors, si ce n'est, si, moi, ils m'ont servi sur. Ah non, même pas, parce qu'un coup d'épée suffit pas. Si, je sais, il y a un colosse où Oui. ils servent, il faut taper sur les dents du colosse. Je sais pas si tu te souviens. Oui, Il faut voilà, taper c'est sur les dents du colosse pour l'orienter. Je crois que c'est la seule fois où ce coup d'épée sert vraiment. Mais Oui. en fin de compte, le jeu, il nous induit légèrement en erreur au début. Hein. Il nous surprend parce qu'on pense qu'on va devoir justement donner des coups comme ça. Et finalement, un combat de colosse, c'est pas ça. Et pour ça, je reviens sur le premier colosse. Le premier colosse du jeu, avant d'accéder au premier colosse, il faut que tu montes, il faut que tu grimpes sur une colline. Et en fin de compte, il faut que tu grimpes. Le jeu t'apprend à maintenir. Parce que quand tu maintiens la touche R2, c'est que tu t'accroches. Tu t'accroches à des feuillages. Oui. Tu peux t'accrocher comme ça à des feuillages et monter le long d'un mur. Et donc le jeu t'apprend les mécaniques de plateforme. Il t'apprend des mécaniques comme ça de plateforme, donc à grimper, à sauter, à se maintenir sur un rebord et à sauter sur le rebord opposé. Il t'apprend les mécaniques de plateforme. Et en fin de compte, ce qu'il t'apprend là, c'est le combat. Parce que le combat dans Shadow of the Colossus, c'est ça. Ça consiste en de la plateforme. Parce que Uniquement. donc, voilà. À grimper et trouver le point faible. Exactement. Donc la première phase d'un combat, c'est on arrive donc face à un colosse qui est d'une taille monumentale. On arrive face à un Ou colosse. pas d'ailleurs, parce qu'il y a des petits colosses aussi. Il y a des petits colosses aussi, effectivement. Et qu'est-ce qu'on fait la première étape, c'est une étape d'énigme. On doit chercher comment vaincre ce colosse. Voilà. Comment enclencher le combat en fait, parce que tant que vous enclenchez pas le combat, le colosse il va se balader. Il va se balader et jusqu'au moment où vous allez trouver un détail, un point faible, un truc à faire. Je pense d'ailleurs le colosse qu'on va voir là, c'est l'aigle. Oui. Tant que vous lui tirez pas dessus avec son arc, il va voler au-dessus de vous. C'est tout. C'est tout ce qui se passera. Il vous attaquera pas. Exactement. Donc ça, à chaque fois, il faut trouver le point. Comment grimper sur le colosse, puisque pour vaincre un colosse, il faut trouver la zone. Alors il y a toujours un symbole, une marque qui est inscrite sur un colosse, et c'est là il va falloir planter son épée. Mais on parle pas de combattre le colosse à coup d'épée, c'est juste planter son épée à l'endroit de la marque. Et il faut la trouver. Alors, la marque n'apparaîtra pas d'ailleurs si c'est l'arc que vous avez dans les mains. Effectivement, oui, c'est uniquement avec l'épée. Avec l'épée, donc comme pour trouver son chemin dans le monde ouvert, et ben avec l'épée, en orientant les rayons vont toujours converger vers la marque du colosse, là où il faut planter son épée. Et toute la difficulté, ensuite, une fois que tu sais où elle se situe, cette marque, il peut y en avoir plusieurs, hein, il n'y en a pas forcément qu'une seule sur un colosse. Toute la difficulté après, c'est de savoir comment accéder à cette marque-là. Et c'est là où il y a une dimension puzzle, une dimension énigme. Je vais taper dans le micro, excusez-moi. C'est là où il y a une dimension puzzle, une dimension énigme au début, c'est de trouver là où se situe cette marque. Donc voilà, et quand on sait comment on va monter sur le colosse, comment on va atteindre cette marque, après se déclenche cette phase de plateforme qui n'est pas toujours évidente. Donc le principe du combat, c'est ça. Voilà. En fait, ça va être ça, répétitif, 16 fois. Donc c'est vrai que le cœur du jeu, en fait, il reste assez, je vais pas dire simple, mais je veux dire, il n'y a pas de grande histoire à comprendre, il n'y a pas de mécanique particulière. Chaque colosse va avoir son point faible, sa manière de battre, mais en soi, il n'y a pas de particularité différente dans le sens où à chaque fois, vous allez au colosse, vous trouvez son point faible, vous le battez et vous allez au suivant. Voilà, c'est comme ça que le jeu se déroule. Alors dit comme ça, c'est vrai qu'on peut se dire, bon bah voilà, ça va être très répétitif, mais en fin de compte, pas du tout. Le principe d'un jeu vidéo, c'est de trouver un cœur de gameplay
qui soit déjà Oui, intéressant. Donc là, le cœur de gameplay, c'est le maniement de Wonder. Et ensuite, c'est de mettre en place des briques de gameplay autour de ça qui varient, qui vont faire en c'est sorte ça. que le jeu soit toujours varié. Et là, nos briques de gameplay, elles sont évidentes. C'est les colosses qui sont toujours tous, mais d'une grande différence, les uns par rapport Oui, aux autres. Ils sont toujours différents, les situations sont toujours différentes, donc on dit que voilà, on doit toujours combattre les colosses, ça paraît très répétitif comme ça, mais en réalité, l'énigme est toujours différente. c'est ça. On est jamais face à deux fois la même situation, jamais. Et c'est là où le jeu est très bon, c'est que effectivement, raconté comme ça, ouais, ça paraît le jeu où, ouais, bah, super. En plus, on récupère pas de nouvelles armes. La vie, elle augmente pas en soi, sauf si on trouve des fruits pour la manger, mais ça augmente. Si c'est 1 ou 2 pixels, enfin, c'est vraiment très très léger. Donc en fait, le cœur du jeu, il est vraiment la force du jeu, je dirais, elle est vraiment sur malgré une ligne conductrice qui a l'air très répétitive, et ben on n'a pas ce sentiment durant le jeu. C'est là où il Exactement. a été très Mm, bon. mm, mm. Exactement, exactement. Il Voilà. faut dire ce qui est, ça reste un bon jeu quand même, hein, un Ah très bah bon c'est jeu. un excellent jeu, hein. Ah oui, Et oui. Bah, là, attends, moi mon ressenti c'est oula, ouais, pour moi c'est un excellent jeu, bien sûr. qui a quand même son défaut, faut le dire, je pense qu'on peut en parler dans le cœur du jeu, Si tu un veux, défaut ouais. qui, moi, Oui, m'a dérangé en oui, oui, soi, oui. c'est sur certains colosses, ce gameplay, cette gestion de caméra qui est catastrophique. Enfin, catastrophique, hein, tout est relatif, hein. Euh, Vous avez des mouvements de colosse, des fois, qui vont vous, si vous sautez, qui vont vous faire partir sur un bord que vous auriez pas imaginé. Enfin, il y a des choses comme ça. La caméra qui revient toujours derrière, un effet magnétique. Elle revient toujours derrière le personnage. Ça nous oblige sur certains colosses à avoir une gestion permanente de la caméra, en fait. Et je crois que Exactement. toi aussi, t'as eu ce sentiment-là enfin, on aurait préféré carrément une caméra libre, en fait. Alors, c'est vrai que oui, la caméra, bah oui, on en parlait quand on échangeait un peu sur nos ressentis sur le jeu, mais c'est vrai que cette caméra, alors, elle m'a pas dérangé plus que ça dans le jeu. Moi, là où elle me dérangeait le plus la caméra, c'est quand je me déplaçais avec Agro, avec mon cheval, dans le monde Oui, ouvert. J'avais envie de la mettre à des endroits particuliers, j'avais envie de trouver des angles particuliers, j'avais envie de regarder le monde librement. Mais c'est vrai que on cette peut le caméra, faire, on peut le faire, on peut mais le faire. quand tu lâches le joystick de ta caméra, elle va Voilà, revenir à une position que le développeur veut que tu regardes. Enfin, c'est ça. il a son angle de vue et elle revient toujours à cet angle de vue. Comme tu dis, elle a un Et ce effet qui est magnétique. perturbant, voilà, ce qui est perturbant, c'est qu'elle y revient lentement en plus. Elle y revient, oui, en plus, elle y revient très, très lentement. Et c'est Ouais, vrai, comme tu dis, c'est assez désagréable. Et moi, je trouve que c'est même assez paradoxal finalement, parce que comme je t'ai dit, Fumito Ueda, il veut justement quitter le monde essayer de pas faire en sorte que le jeu soit du cinéma, et essayer de toujours que le joueur soit actif, interagisse. bah oui, Et je trouve que laisser nous empêcher un peu de mettre la caméra où on veut, ou en tout cas un endroit où on veut qu'elle reste surtout, bah ah oui, c'est un peu oui, oui. paradoxal. C'est un peu paradoxal. Et c'est vrai que Même c'est si, assez dérangeant. Après, c'est pas. Ça m'a pas, même moi, si- ça m'a pas empêché voilà. Bah, parce que, encore une fois, majoritairement, effectivement, étant donné que l'objectif du jeu, c'est de grimper souvent pour trouver le point faible, vous aurez besoin majoritairement d'une caméra derrière vous. Ça, c'est le placement majoritaire de la caméra. Vous aurez rarement besoin. En fait, les envies qu'on a, c'est purement pour du paysage, pour naviguer sur un colosse, mais pas pour vous déplacer, en fait. Bah moi, je dirais même, c'est surtout. Enfin, dans les colloques, je pense que la caméra, dans l'ensemble, elle se place intelligemment. Voilà. Je pense qu'ils ont fait en sorte que la caméra, elle suive ton action et elle se place toujours de la bonne manière pour que l'action soit visible. Pour ça que moi, ça m'a pas Oui. dérangé. Je te dis, dans les combats de colosse, la Ah, caméra voilà. m'a jamais Dans les dérangé. combats de colosse, c'est pas trop dérangeant en Non, soi, parce c'est qu'effectivement, pas. comme tu dis, elle se place bien Elle se, très majoritairement. voilà, elle est là pour ça. Mais par contre, quand on est en dehors des combats, moi, c'est encore une fois, c'est là où ça m'a dérangé. C'est quand, mais encore une fois, ça m'a pas empêché d'apprécier le jeu, mais quand on se déplace avec Agro dans le monde ouvert et qu'on a envie de profiter du paysage, bah, Ouais. c'est cette caméra qui revient toujours à une position initiale. Ouais, moi, ça m'a un peu dérangé. Je Un peu préférais dérangé. qu'elle, Non, elle mais je m'a suis pas. d'accord. Alors, je pense que là, l'idée, c'est de faire des angles
d'avoir une caméra qui nous montre des angles particuliers pour nous émouvoir d'une certaine façon, je pense, mais moi je trouve pas que ça réussisse vraiment. Enfin, je trouve pas ça, je trouve ça largement dispensable. Franchement, Oui, ah, oui. pour moi, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Donc, de Ah, temps en temps, vous voyez, on le voit avec l'esprit là sur le gameplay qui passait. Ces petits mouvements de caméra, c'est pas fait par le joueur. C'est dans le jeu, la caméra se met volontairement, se place volontairement. voilà, voilà. Donc encore une fois, voilà. Donc je pense que dans les combats de Colosse, moi je la trouve plutôt intelligente cette caméra. Enfin, le mouvement qu'elle fait, plutôt bon. Mais c'est vrai que en dehors de ça, j'aurais préféré avoir une caméra qu'on contrôle librement et qui ne revienne pas à une position initiale. Après, je suis pas, encore une fois, j'ai pas bien analysé quand même cette idée de la caméra parce que c'est dans un jeu, c'est quand même extrêmement complexe. On parle de jeu en 3D et la gestion d'une caméra chez les développeurs, je pense que c'est quand même un enjeu, c'est quand même extrêmement complexe de savoir comment placer une caméra. C'est bon, voilà, et c'est vrai que là c'est un jeu, on voit bien que dans les combats de colosse, là on est sur un colosse qui est un aigle géant et il va être toujours en mouvement, les colosses vont avoir des mouvements extrêmement importants et c'est vrai que la caméra peut pas être toujours derrière le personnage, elle doit et franchement il faut dans l'ensemble je trouve qu'ils s'en sortent quand même extrêmement bien dans Ils s'en l'ensemble. sortent plutôt Ils pas mal. s'en Dans sortent l'ensemble, ils s'en très sortent bien. plutôt pas mal. Ils s'en sortent très Disons qu'il y bien. a quelques petits défauts qui peuvent parfois gâcher un peu l'expérience, mais Ouais. est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? C'est la question. Ouais, moi je pense que c'est voilà, c'est j'ai pas envie de voilà, j'ai pas encore enfin j'ai pas assez de recul pour critiquer cette Mm. caméra. Il y a un ressenti qui est pas toujours agréable, ça je l'avoue, mais après moi je pense qu'ils s'en sortent quand même extrêmement bien quand même. Donc Mais voilà, je peux pas le je peux cœur, pas ouais. voilà, le cœur du jeu en fait, il va pour en revenir à la caméra. Bon voilà, Mm. on a dit ce qu'on en pensait, mais c'est vrai que le cœur du jeu, là, vous voyez, le colosse est battu. Voilà, vous allez voir, il va y avoir une petite cinématique qui montre, voilà, on voit Wander au milieu de l'eau. Il va être transpercé par des espèces de petites particules noires. On ne sait pas trop ce que c'est, hein, sûrement une âme, l'âme du colosse peut-être, sûrement. Et voilà, et on va réapparaître, l'écran va devenir noir, on va réapparaître dans le temple du départ. Exactement. Voilà. Alors c'est vrai que donc là, les colosses, quand on arrive à abattre le colosse, donc comme tu dis, le colosse va s'effondrer, et donc on a moi j'avais lu, c'était une sorte de volutes, des volutes noires, des Voilà. spirales noires qui viennent nous transpercer et rentrer en nous, rentrer en Wonder. Et après, on a aussi ce passage-là où en fin de compte, on est dans un tunnel sombre et on va vers la lumière. Alors moi, je pense que ce passage-là, il symbolise le fait que Mono revient progressivement à la vie. À chaque fois qu'on arrive à battre un colosse, eh ben, elle revient progressivement vers le blanc, vers la lumière, vers la vie. C'est elle qu'on entend. Pour moi, c'est elle, parce qu'on entend un cri féminin, enfin pas un cri, mais justement, on entend plutôt une voix féminine à chaque fois dans cette cinématique-là. Donc je pense que ça symbolise ce retour progressif à la vie. Mais c'est vrai que c'est la récompense que l'on a quand on achève un colosse, c'est de se prendre ses volutes noires en pleine face et c'est de réapparaître dans le temple. Donc il n'y a pas le jeu ne donne la dimension récompense dans le jeu, elle est pas là. Il n'y a pas de musique, musique glorieuse. On célèbre pas ta victoire et voilà, c'est vous n'avez pas non plus de difficulté croissante. C'est-à-dire vous avez les 2 premiers colosses, on va dire, sur les 16 qui vont être plutôt simples parce qu'on est dans l'introduction du jeu, on vous intègre, on vous montre comment ça va se dérouler sur les 2 premiers colosses, peut-être le 3e. Mais c'est vrai que sinon, tout au long du jeu, les colosses vont avoir des difficultés similaires. Exactement, oui, je pense pas qu'il y a j'ai pas ressenti non plus Hormis un crescendo. le dernier colosse qui est plus long, mais ça, on va en parler juste après. Mais sinon, les 15 autres, hormis les 2 premiers, donc les 13 autres, c'est vraiment juste la difficulté similaire qui vont vous prendre plus ou moins de temps parce que encore une fois sur certains colosses vous allez percuter très rapidement ce qu'il faut faire, sur d'autres vous allez galérer, mais ça va juste être la solution à trouver pour le battre qui va vous prendre plus ou moins de temps en soi. Après combattre le colosse, ce sera la même difficulté sur tous. Oui, oui, comme tu dis, je pense que c'est parfois plus l'énigme, trouver comment atteindre son point faible qui va être compliqué, mais après la mise en action, l'exécution est pas
Oui, elle est pas forcément non, complexe. Ça peut arriver parfois, Ah mais oui, c'est non, pas non, dans l'ensemble, pas c'est du tout. pas. Bon, parfois j'ai un peu galéré quand même quand on est sur un colosse, un petit colosse là en rodéo sur un sorte de taureau. Là, c'était pas évident quand même. Là, enfin, il fallait être patient en tout cas. Enfin, moi, j'ai trouvé que Certains, oui. celui-là, il était pas évident. Mais dans l'ensemble, non, c'est pas un jeu qui est extrêmement difficile. Donc après, Alors, ça. après, Allez, vas-y. vas-y, Maxime, vas-y, je t'en prie. Alors, est-ce que le dernier Colosse, l'aborde dans la fin du jeu ou on peut Euh, l'aborder maintenant? Non, non, on peut l'aborder maintenant pour moi, le dernier colosse. Pour moi, le dernier Colosse, ça c'est mon avis purement personnel, on a 15 Colosses qui vont ressembler, qui vont se rapprocher de différents animaux, de divers animaux. Là, on a vu l'aigle, on va avoir le serpent, on va avoir la tortue, on va avoir différents animaux comme ça. Et le dernier Colosse, pour moi, il est totalement à part et j'ai eu le sentiment que ça faisait un peu tâche, dans le sens où il ressemble, pour moi, pas à grand-chose. C'est vraiment juste le plus gros, à la limite, mais il a pas de signature, comment dire, enfin, il ressemble pas à un animal. Et ça m'a dérangé, moi, ça m'a perturbé parce que les 15 colosses, on te prépare à un gros colosse. Tu sais que le dernier, tu te dis c'est le dernier, forcément, il va être volumineux, il va être monstrueux, voilà. Et en fait, on se retrouve face à un ensemble de murs en moitié, avec des bras qui t'envoient du feu, truc que t'as presque jamais dans le jeu. Voilà, ça m'a assez dérangé, que j'ai trouvé en plus plutôt facile. Ah, moi j'ai trouvé, Plus facile que les autres. c'est celui où j'ai eu le plus de difficultés. Donc c'est vrai Ah, que c'est vrai je que peux voilà, pas. on a plutôt eu la Là même clairement, approche. moi celui-là j'ai eu du mal. Le dernier, le 16e du Moi, coup, j'ai j'ai. dû, Oh, enfin, oh là voilà, là je là. l'ai fait, je sais pas combien de temps t'as mis, mais moi, je l'ai fait en un quart d'heure, 20 minutes. Ah non, non. En plus de ça, il a une partie gameplay avant, une partie plateforme moitié avant, que tu retrouves dans aucun des colosses. Donc, tu sais pas pourquoi sur celui-là, il l'a. Disons que mon ressenti, c'est que ce colosse, il a des bonnes idées, mais qui auraient dû être exploitées bien avant. Moi j'ai pas le même ressenti. Ce colosse là, je l'apprécie un peu. Enfin après j'ai des interprétations à faire sur lui. J'en parlerai un peu plus tard du coup. Mais c'est vrai que ce colosse là, je suis. Non, pour moi, il dégage quelque chose d'intéressant. Et comme c'est celui où j'ai le plus galéré, Eh bah, oui. je t'avoue que finalement, j'ai trouvé ça assez cohérent que le dernier Et vous voyez, c'est là où prenne on du temps. retrouve bien, voilà, on retrouve bien ce qu'on disait, c'est qu'il y a des colosses, la difficulté est pas du tout propre au jeu en fait, elle est vraiment propre à votre ressenti, à votre approche de chaque colosse. Oui, effectivement, oui, c'est pas. C'est vrai que toi, tu as plus galéré, je crois, sur des colosses de milieu de jeu, Ah tu oui, oui, m'avais oui, dit, et il y en alors a que. 2 qui vont, il y en a 2, notamment la tortue là, Ouais. j'en ai vraiment galéré, j'ai galéré j'avais compris le truc, mais elle voulait pas aller là où je voulais qu'elle aille, et du coup ça m'a pris presque une demi-heure, trois quarts d'heure juste pour un colosse, alors qu'en soi, si vous avez aucune difficulté, que vous trouvez rapidement, en soi le jeu, vous pouvez le faire très rapidement, hein. Vous n'avez pas 20 heures de jeu si vous comprenez facilement, hein. Non, non, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a des passages qui sont, voilà, qui sont quand même plus complexes que d'autres. Après, moi, c'est Mm. un jeu en plus. Encore une fois, on l'avait fait sur PlayStation 2 il y a très longtemps. Moi, il y avait quand même des Oui. restes, hein. Il y avait quand même des souvenirs de ce Ah bah jeu. oui, Donc, ah oui, et oui. puis, c'est un jeu bon, qui est sorti il y a longtemps, qui est très connu, qui est un monument du jeu vidéo. Et forcément, j'avais vu des vidéos, j'avais entendu des choses. Donc, Oui, voilà. franchement, bon, il y a des colosses, je savais comment on pouvait les vaincre, hein. Donc, Mm. je découvrais pas, Non, je oui, voilà, découvrais pas de pas dans zéro la ce jeu. totalité. Mm. J'avais déjà un passif finalement. Donc, Oui. Ah bah, puis j'avais le même que toi. voilà, donc c'était un peu biaisé à ce niveau-là pour moi. C'était un peu biaisé. Et alors, si jamais vous galérez trop, c'est chose qu'on n'a pas dite, si vous galérez trop sur un colosse, vous allez avoir Dormine, donc l'esprit du départ, Mm. l'esprit divinatoire, qui va vous donner un indice. Quand il voit que vous tournez trop en rond, il va vous donner un indice. Ce qui est bien aussi, c'est que l'indice, il va pas arriver au bout de 30 minutes. Il va arriver assez rapidement, je trouve. Au bout de Ah 4-5 oui, minutes ah oui, où bien vous sûr. tournez en rond, Mm. il va déjà vous donner le premier indice. Et ça, c'est Exactement. bien. Exactement. Alors en plus généralement c'est assez efficace comme indice, hein. C'est assez Oui, oui. voilà, c'est exactement, donc c'est vrai que Dormin intervient de temps en Alors que ça temps te du dit coup pas, pour tu dois te. faire ci, mais ça te Ouais. dit genre, voilà, il intervient, mais il va pas te dire, faut que tu montes à tel endroit. Il va te dire, par exemple, sur un des colosses dont je me rappelle, qui était très 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 grand, il te dit juste, il faut que tu prennes de la hauteur. Voilà, ça va être son prendre de la hauteur.
Il va pas te dire comment, il va pas te dire où, il va te dire prends de la hauteur. Donc en gros, il va t'expliquer que pour avoir ce colosse-là, tu pourras pas le faire tomber ou quoi que ce soit en étant là où tu es. Donc du coup, Mm. tu vas chercher différemment comment le vaincre. Exactement, c'est pas des indications très, très explicites, ça reste encore un petit peu énigmatique pour que tu réfléchisses. Voilà. Par exemple, pour le colosse, l'aigle que l'on voit en vidéo, je crois que là, Dormin, je sais pas ce qu'il dit exactement, mais je pense qu'il doit dire quelque chose comme il va falloir le déranger, parce que cet aigle-là, il ne bouge pas, il est sur son promontoire, il ne bouge pas. Voilà. Si tu veux l'atteindre, il va falloir le déranger. Donc, on se dit, bon, peut-être qu'avec une flèche, on peut le déranger. Enfin, voilà. Et c'est ce Donc qu'il faut. il faut lui envoyer une flèche et puis Voilà. ça le dérange. Donc c'est vrai que Dormin intervient, voilà, il intervient pour nous donner donc des indications. Donc c'est voilà, c'est une manière de on utilise comme ça le contexte de l'histoire, le contexte du jeu, l'univers du jeu pour nous donner un indice. Plutôt que de faire apparaître sur l'écran un texte qui nous sortirait du jeu, justement, un texte, une partie d'interface Oui, qui nous dirait comment vaincre le boss, enfin comment essayer de le vaincre, bah, finalement on utilise le personnage du jeu. Donc c'est ça. c'est plutôt intelligent de faire comme ça finalement. Donc, Mm. donc voilà, donc c'est Colosse. Alors je reviens un peu parce que là on est sur le cœur du jeu. Il faut quand même évoquer quelque chose qui est essentiel pour Fumito Ueda, c'est quand même il a voulu, le but de son jeu, c'est quand même selon moi, de questionner de questionner le joueur sur ce qu'il fait. Puisqu'on disait tout à C'est l'heure, ça. Maxime, qu'il n'y a pas de récompense dans le jeu. Quand tu vains le colosse, t'es pas là en train de le looter à fond, t'es pas là en train de trouver, ah là c'est bon, j'ai trouvé 20 000 pièces d'or sur ce colosse, Ah non, non, il n'y a rien de tout ça là-bas. j'augmente mon armure, c'est parti, donnez-moi le Ah challenge non, suivant. non, oui. C'est pas ça du tout. Le jeu, c'est pas ça. Et c'est vrai que le jeu te donne pas de récompense. Et quand on ne donne pas de récompense, bah, on peut se poser des questions. Pourquoi c'est vrai que j'ai pas cette Pourquoi est-ce qu'on fait récompense ça? On sait et pourquoi on le fait, mais voilà, on sait pourquoi on le fait, mais c'est vrai qu'à chaque fois que le combat se termine, à chaque fois que le combat se termine, déjà que quand le colosse s'effondre, la musique que le compositeur nous envoie, c'est pas une musique glorieuse. C'est pas ah tu as non, réussi oui, quelque chose, il y a une musique c'est une musique héroïque triste. voilà, c'est une musique très mélancolique qui qui se lance et c'est vrai que ça prend ça prend à contre-pied finalement ce qu'on aimerait ce qu'on pense avoir du coup et et c'est vrai qu'on peut se questionner justement sur l'action qu'on fait tout au long du jeu. En fin de compte, les colosses que l'on va chercher, dont on vous parle depuis le début, ces colosses-là, à aucun moment, ils nous attaquent. Ces Mais non, colosses-là, on va les chercher et on les dérange. Un peu comme cet aigle-là que l'on voit à l'écran. ils ont rien demandé. Cet aigle, il n'a rien demandé. Justement, pour l'attaquer, il va falloir le déranger. Mais si on le dérange pas, il ne nous attaque pas. Le colosse, il n'a Ah rien non, contre nous. Il n'a rien contre nous, le colosse. Comme tout l'univers qui est autour de nous, les terres interdites, elles n'ont rien contre nous. Nous, on est là, comment on est en train de les déranger, ces terres interdites. On est là c'est ça. comme un petit microbe qui arrive dans le corps des terres interdites et qui dérange, qui désorganise tout l'organisme finalement, toute l'organisation. Et progressivement, c'est vrai qu'on ressent ça. Progressivement, Oui. on ressent cette émotion-là, ce sentiment-là. Et on se questionne Ah bah, sur c'est notre un jeu action. qui est très bon sur le passage d'émotions. Il arrive à faire passer une émotion par des musiques correspondent parfaitement au moment où elles sont lancées. Par, quand même graphiquement, voilà. Des colosses qui, j'ai trouvé, moi, étaient pas du tout dénués de sentiments. On arrive facilement à leur affecter un sentiment à ces colosses. Oui, exactement. Alors c'est vrai qu'en plus, enfin moi je pense au fait que quand on grimpe sur le colosse et qu'on est accroché à lui, le colosse qui paraît au début, qui paraît monumental, majestueux, impossible à Mm. atteindre, puisqu'on est quand même David contre Goliath, les colosses ont c'est la taille d'un immeuble, c'est la taille d'un gratte-ciel. On se dit c'est impossible de les atteindre. Et la musique, parce que dans la musique, faut en parler un peu, la musique, quand on est face au colosse, quand on est au sol, face au colosse, il y a une musique qui est assez puissante et qui montre surtout, qui veut surtout nous faire sentir qu'on est face à quelque chose de gigantesque qui est Oui. quasi impossible à atteindre. Même, alors j'ai lu dans des articles, j'ai pas analysé ça par moi-même sur la musique, mais c'est vrai qu'en
en ayant lu ça et après en essayant en jouant au jeu et puis en essayant d'écouter, c'est vrai qu'on ressent un peu le fait que on est face à quelque chose de gigantesque, mais la musique elle veut nous faire comprendre aussi, il y a toujours une petite mélodie quand même qui veut nous faire comprendre que c'est un peu possible quand même, c'est possible, tu peux quand même le faire. Et après quand on arrive sur le colosse, quand on grimpe sur lui, là la musique elle change et la musique devient plus héroïque. Il y a une mélodie beaucoup plus aiguë, beaucoup plus clinquante qui s'enclenche et qui est plutôt dans un esprit héroïque. Et là, on sent qu'on peut, on peut faire quelque chose. Là, on peut faire quelque chose. Mais il y a toujours quand même aussi une espèce de noirceur un peu derrière qui te dit, t'es quand même face à quelque chose de gigantesque et fais attention. Et c'est vrai que moi, je sais pas, Maxime, mais quand t'es sur le colosse et que t'es accroché à lui et que le colosse, il arrive plus à t'enlever finalement, parce que tant que t'as de l'endurance, c'est même pas il fait ses mouvements, ils font des mouvements donc très amples, mais il n'arrive plus à t'enlever d'eux quoi finalement. Là leur grandeur. Eh ben, elle disparaît totalement quoi. Et ils abandonnent. Voilà, on est un peu comme un pou dans les cheveux quoi. Finalement, c'est nous-mêmes on sent presque une forme de résignation des colosses à certains moments. Oui, c'est vrai, une forme de résignation. Et c'est vrai qu'on peut ressentir le fait que à ce moment-là, on peut ressentir une tristesse. On peut se dire mais qu'est-ce que je suis en train de lui faire à ce pauvre colosse quoi. Il a plus aucune chance de s'en sortir en fin de compte. C'est même plus un combat loyal. Le combat qui paraissait être loyal au début face à, enfin même déloyal, hein, la grandeur face à la petitesse. Déloyal, bah, finalement, il s'inverse complètement. Une fois qu'on est sur eux, bah nous il y a plus aucune chance. On a presque plus envie de les tuer quoi. Bah non, parce qu'on voit qu'il y a plus aucune chance pour le colosse. Et puis surtout, on se dit mais pourquoi on fait ça quoi. Pourquoi on est en train de tuer ce colosse qui ne nous a rien fait? Et en fin de compte, on est en train de le tuer. Pourquoi on est en train de le tuer? Parce qu'on veut faire ressusciter Mono, la jeune fille, et parce qu'on n'accepte pas le deuil, finalement. Le problème du jeu, c'est que... Enfin, le problème de Wander, c'est qu'il n'accepte pas le deuil. La fille est morte, bah, c'est comme ça. Enfin, dans la vie, il y a la vie... On va aller tuer 16 colosses. Là, on va déranger 16 colosses, on va tuer 16 colosses quand même, des forces de la fin, des colosses qui sont, on a l'impression, un peu des divinités quand même. Hein. On va tuer 16 idoles, 16 divinités pour faire revivre un être humain qui malheureusement est décédé, et c'est le lot de tout mortel de décédé. Donc finalement Wander, ce jeu il montre vraiment le fait que quand c'est tout à fait humain, hein. Ce que je dis là c'est le recul qu'on peut avoir en tant que joueur, mais le jeu nous laisse pas le choix d'arrêter l'action. Il nous dit pas est-ce que vous continuez ou pas à tuer ces colosses. Il n'y a pas ce choix, il n'y a pas ce choix entre je continue ou je continue pas. Peut-être qu'à un moment donné on pourrait se dire bah non je ne continue pas, mais le jeu il nous laisse pas ce choix. Il nous laisse pas ce choix parce que il sait, parce que on sait que en tant qu'être humain on n'est pas parfait, et que face à ça, face au décès parfois d'un être cher, eh ben on va pas raisonner de manière rationnelle justement, on va pas avoir un jugement rationnel, et on va chercher justement à commettre des actions qui sont déraisonnables, qui sont passionnées et qui amènent à des choses peut-être catastrophiques comme ce qui va se passer dans le jeu, parce que voilà, on n'a pas un jugement raisonnable, et on n'accepte pas forcément le décès des êtres qui nous sont chers. Et le jeu donc ne nous laisse pas le choix, parce qu'il veut absolument nous faire comprendre ça, et nous faire comprendre que l'être humain il est comme ça, il est pas parfait, il réagit comme ça par passion souvent, et voilà, on ne nous laisse pas le choix pour nous faire comprendre ça. Alors je sais pas si toi tu as ressenti ça, Maxime. Si, bah, moi j'ai bien ressenti le fait que j'avançais, mais effectivement j'avançais, au final j'arrivais au fur et à mesure des colosses, moi, à me dire mais en fait pourquoi je fais ça pour ressusciter quelqu'un, mais plus on avance et plus on a un sentiment de tristesse envers les colosses en fait. Un sentiment de tristesse, et puis un sentiment qu'il va se passer quelque chose de malsain, parce que quand t'es sur ton cheval aggro et que tu vas chercher donc un nouveau colosse, donc là il n'y a pas de musique, la nature autour de toi elle est très silencieuse, et je trouve que dans le ciel, tout au long du jeu il y a un ciel qui est orageux, il y a toujours des nuages gris, et il y a une menace un peu, et je trouve que moi ce que je ressentais c'était vraiment le calme avant la tempête à chaque fois. C'était vraiment ça que je ressentais tout au long du jeu, c'est ce calme avant la tempête, il allait se passer quelque chose de malsain, et en fin de compte on est là, on avance dans cet univers, et on va pas vers quelque chose de bon quoi, hein. On va vers une catastrophe, on sent qu'on va vers une catastrophe. Donc pour faire ressusciter quelqu'un, voilà, on se dit finalement je pense que ça valait le coup. Ça vaut pas le coup, ça valait le coup. Ça vaut le coup. Ça valait 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 le coup. Ça val
Et on va l'apprendre sur la fin du jeu. Et justement, donc on va pouvoir, je pense, passer sur la dernière partie. Oui. La dernière je partie, pense. on va passer sur la fin du jeu, avec une cinématique. Alors la cinématique qui est lancée ici, elle n'est pas exactement sur la fin. Là, c'est le début du dernier colosse, le 16e colosse qu'il va falloir abattre. Donc, Ouais. on verra sûrement pas Ok. la cinématique de fin. Non, Comme ça, je vous pense qu'on la serez, verra pas. vous parce serez que pas le spoilé dernier sur la Call fin, of est mais très long. on va quand même en Ouais. parler. On va quand même en parler. Oui. Donc voilà, quand on finit, quand qu'on arrive à vaincre ce dernier colosse, bah finalement, bon, il n'y a pas de surprise, hein, il se passe pas quelque chose de bon pour notre petit Non. Wonder. Est-ce que tu veux raconter ce qui se passe, Maxime? Je te laisse en Je parler. te laisse le faire, hein. D'accord, bah, tout simplement, c'est vrai que Wonder, en fin de compte, il a libéré dans ses. Alors, l'idée, enfin, le principe, c'est que dans ces 16 colosses était enfermée une partie de l'âme de Dormine, la divinité qu'on entend au début. Cette divinité, elle était dangereuse pour les hommes, et les hommes avaient réussi, alors je sais pas si c'était des hommes ou des sorciers, peut-être des sorciers, ont réussi à diviser cette âme de Dormine en 16 parties, et ils ont enfermé ces 16 parties dans 16 colosses, voilà, pour sceller et pour ne plus avoir ce problème-là. Et à ce moment-là, on se rend compte que, en fait, nous, tout ce qu'on a fait, c'est libérer cet esprit malfaisant, en fait. Exactement, c'est tout ce qu'on a fait, donc on a libéré cet esprit malfaisant, et cet esprit malfaisant, il avait besoin à la fois d'être libéré, et il avait besoin aussi d'un être, d'un jeune homme, finalement, de l'énergie, une énergie vitale d'une jeune personne, pour pouvoir revivre. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait à la fin? C'est qu'on se transforme en Dormine, finalement, on se transforme en être maléfique, et à la fin du jeu, il y a donc un sorcier et des soldats qui arrivent dans le temple, et qui arrivent trop tard, malheureusement, qui sont alertés par le fait qu'il se passe quelque chose de mauvais dans les terres interdites, et ils arrivent dans le temple pour essayer de nous arrêter, justement, pour essayer mais ils arrivent trop tard, ils essaient de nous empêcher d'aller tuer les 16 colosses, mais ils arrivent malheureusement trop tard, et donc on se transforme en être malfaisant, et dans cette cinématique de fin, on reprend le contrôle, encore une fois, de la manette, hein. Fumito Ueda, il veut toujours nous mettre dans l'action, donc on reprend le contrôle de la manette, on est à la place de cet être maléfique, et puis on combat, en plus on est en train de combattre le sorcier et les soldats. Et en fait, c'est un combat, on nous laisse au début plus ou moins penser qu'on peut y arriver, mais en fait, c'est un combat perdu d'avance. C'est-à-dire que peu importe ce que vous ferez, dans tous les cas, vous perdrez. Exactement, c'est un combat perdu d'avance, et puis c'est un combat qu'on n'a pas forcément envie de mener en plus, hein, du coup. Non, c'est ça. Parce qu'on sait qu'on est malfaisant, on n'a pas envie de... Voilà. Exactement. Et on nous oblige malgré tout à le faire. Exactement. Donc on prend donc le contrôle, et puis et au final, ce qui se passe, c'est que un des sorciers, enfin le sorcier, arrive à ouvrir une sorte de portail dans une fontaine, une fontaine, pas vraiment une fontaine, mais en tout cas une sorte de mare, qui est au mare, fond du temple, et il ouvre un portail qui nous aspire, en fin de compte, et nous-mêmes, à la fin, on a aussi le contrôle de Wonder, et on est aspiré dans ce portail. Et avec Wonder, on peut encore utiliser notre fameuse touche R2 qui nous permet toujours de grimper, de se maintenir, de s'accrocher à quelque chose. Et on s'accroche aux marches, on s'accroche à tout ce qu'on peut pour éviter d'être pris par ce portail. Et en fin de compte, c'est en vain. C'est en vain, la fin est inéluctable, on finit forcément par lâcher. Enfin, on peut maintenir comme ça indéfiniment, mais au bout d'un moment, il faudra lâcher prise parce que le portail aura raison de nous, et il nous enferme. Donc on ne verra même pas la renaissance de Mono. Exactement, alors Mono, elle ressuscite, exactement, finalement, donc elle finit par ressusciter, et donc on ne verra pas. Alors après, la fin est énigmatique, puisque dans cette mare, Oui. J'arrive pas à trouver le mot pour parler. Un bac à eau, bac à eau, oui, c'est pas très élégant, mais bon, j'arrive pas à trouver le mot. Non, en tout cas, il y a une espèce de flaque, une piscine, petite piscine. Une piscine, on va appeler ça une piscine. Voilà, dans cette piscine, finalement, il y a un bébé à la fin avec des cornes. Et alors, je sais pas si c'est Wonder qui s'est retrouvé bébé, je sais pas qui est ce bébé, je sais pas. Alors c'est vrai que ces cornes là, ça rappelle Ico, parce que dans Ico on contrôle un personnage qui a 2 cornes justement,
Mais alors après, je pense qu'il y a un lien à faire avec ces deux jeux-là, mais encore une fois, c'est laisser à notre imagination, c'est à nous d'imaginer les choses, d'interpréter les choses comme on l'entend. Donc voilà. Et le jeu finit là-dessus, en fait. Et le jeu finit là-dessus. Voilà. Mono prend le bébé avec elle, et Mono reste dans l'état d'interdit, puisque finalement Le pont est détruit. le pont est détruit, le sorcier détruit le pont pour éviter que la puissance Ouais. maléfique se parte dans le monde, j'imagine. Ou en tout cas, je pense que non, la puissance maléfique partirait dans le monde, d'après moi, forcément, elle est trop forte, mais le sorcier a enfermé cette puissance maléfique une bonne fois pour toutes, et s'il casse le pont, c'est pour éviter qu'un autre Wander se dise bon, je vais sauver ma mère, je vais sauver mon père, je vais sauver ce que je veux, Voilà. et revienne encore et recrée le même problème. Donc je pense que C'est vrai que le jeu finit là-dessus et laisse un peu un sentiment. On revoit, hein, on voit bien Mono euh, qui revit, qui récupère ce bébé dont on ne sait pas tellement qui c'est, encore une fois, et, euh, et on revoit Agro avec nous. Et on la voit en haut de ce temple, en haut de cette tour où le pont a été détruit, et voilà, ça finit comme ça. Exactement. Donc on peut, encore une fois, on laisse à l'interprétation la suite, Voilà. la suite des événements. La suite des événements, mais toujours est-il que le jeu a réussi quand même à nous questionner, quand même, à nous émouvoir, et C'est ça. à nous émouvoir C'était sur son but. l'action d'une personne, et c'est tout ce qu'on va en retenir de ce jeu. Donc la suite, Voilà ce qu'on c'est- avait à dire, je pense, sur Shadow of the Colossus. Exactement. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bah, je vais pas. Non, je pense qu'on a dit. Là, on Ouais, a je trouve qu'on a évoqué. fait un bon tour quand même. Ouais, on a fait un bon tour. On a évoqué l'essentiel sur ce jeu, je pense. Donc voilà, je voulais juste revenir peut-être juste sur le dernier Colosse dont tu parlais que tu as pas aimé. Alors, c'est pas d'ailleurs, je suis en train de voir que c'est pas le dernier Colosse qu'on a Non, en vidéo là. oui, L'avant-dernier. on est sur l'avant-dernier. Donc là, c'est la Voilà, vidéo est c'est ça. vraiment sur ouais, une bonne partie de la fin, hein, quand même. Du coup, c'est pas. Ah bah là, on c'est est pas- sur l'avant-dernier Colosse. On est donc. sur l'avant-dernier Colosse, Voilà. du coup. Mais c'est vrai que si je reviens sur le 16e Colosse que toi, t'as pas aimé, Maxime, Non, mais c'est vrai ouais. que ce 16e Colosse, la forme qu'il a, moi, ça me rappelle beaucoup la Tour de Babel. Ça m'est venu comme ça en... parce Ouais, que, tu m'en avais parlé de ça, ouais. ça m'est venu parce que je suis tellement resté longtemps sur ce colosse, j'ai dû passer 1 heure, sur ce colosse, hein, donc à recommencer, qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai commencé à réfléchir à ce que c'était ce colosse, hein. Et puis, c'est vrai que ça ressemble à la Tour de Babel. Alors, la Tour de Babel, c'est une tour qu'avaient construit des hommes il y a très longtemps. Bon, c'est pas réel, hein, mais c'est une tour qu'avaient construit des hommes il y a très longtemps pour atteindre Dieu, pour être à la hauteur de Dieu, pour atteindre le ciel. Et, Oui, donc c'est vrai que ça correspondrait. et voilà, et en fin de compte, Dieu avait puni les hommes en détruisant cette tour. Et à cette époque-là, les hommes finalement avaient tous la même langue. Ils parlaient tous la même langue. Ils étaient tous unis. Et Dieu a fait en sorte, donc, il a détruit cette tour et il a fait en sorte de disperser les hommes dans le monde entier et de créer plein de langues différentes pour que les hommes arrêtent de s'entendre entre eux, pour que les hommes ne s'entendent plus entre eux. Et c'est ça l'histoire de cette mythologie, de cette tour de Babel. Et moi, je trouve que c'est ça. Finalement, ce dernier colosse, il a cette forme-là, il a cette forme de la tour de Babel, et Est-ce qu'il y a un lien, ouais. bah, je trouve que finalement, il y a un peu un lien, c'est que, pour moi, je pense que c'est une interprétation qu'on peut en faire. Wander pourrait représenter l'être humain qui essaye de justement de rivaliser avec les dieux, avec les colosses, et qui finalement, bon, finit par y arriver, puisque le dernier colosse, il arrive à le vaincre. Mais Oui. finalement, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une catastrophe derrière, c'est impossible Voilà. de vaincre une divinité, enfin, ça finit toujours mal, quoi. Ça va finir mal. Ouais, Donc c'est ça. C'est un peu ça, ça peut être interprété comme ça, comme aujourd'hui, finalement, bon, les religions sont plus forcément respectées, pas toujours par les êtres humains, donc il y a peut-être cette idée de, voilà, qu'on casse aujourd'hui la religion, et il y a peut-être aussi cette idée aujourd'hui qu'on respecte plus la nature aussi, je trouve que, enfin, il y a peut-être une dimension écologique dans ce jeu. Pour moi, les colosses, les colosses, c'est un peu ils sont à la fois, ils ont à la fois de la chair, mais ils ont de la terre sur eux, ils ont de l'herbe sur eux. C'est un peu des êtres de nature en fin de compte. Et
Quand Oui, oui, quand mais je on pense essaie que de les c'est possible vaincre, qu'il y ait. finalement, il y a peut-être aussi une idée d'essayer de maîtriser, de détruire de détruire la nature. Le petit homme arrive à détruire finalement la Ah bah planète, oui, et, c'est bien possible. et ça finit encore une fois très mal. Donc il y a Mhm. peut-être ce message-là, c'était une Voilà, après c'est de interprétation. l'interprétation, C'est de hein, voilà, l'interprétation, c'est ça. ça. C'est voilà. Est-ce qu'il y a ce message-là qu'a voulu transmettre le créateur? On peut ressentir ça en tout cas, et ça peut nous questionner aussi. Ça peut nous questionner à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un jeu Mm. qui évoque beaucoup de choses, beaucoup de choses. Un jeu qu'on vous conseille forcément, hein, parce que Bien ça sûr. reste quand Pour même ceux qui un ne l'ont pas monument fait, voilà, qui est magnifique. il faut le. Malgré tous les points négatifs qu'on ait pu en dire, ça reste quand même une bonne expérience de jeu. Mm. Et, Exactement. et Et des ouais, points négatifs, sans- encore une fois, il y a vous pas pouvez y aller sans vraiment. hésitation. Point négatif, c'est bon, c'est Non, peut-être mais la malgré ce qu'on caméra. a pu dire, on Voilà, a c'est sûrement pas. dit des choses un peu négatives Ouais. sur certains éléments, mais ça gâchera pas non plus Ah, l'expérience complète. Ah non, c'est Non, pas- non, non, c'est c'est sûr que vraiment un ça- jeu à faire. Ouais. Ah oui, exactement. C'est pas. Ouais, faut pas s'arrêter. Mm. Pas s'arrêter à quelques points négatifs, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et bah écoute Donc Maxime, voilà je pense pour Shadow of the Colossus. exactement Shadow of the Colossus. Ça c'est, on a fini pour son expérience. On va pouvoir passer à la dernière partie du live où on vous présente Voilà. donc le prochain jeu. Le prochain jeu dans 15 jours. Dans 15 jours, donc Death Door. Death Door pour le prochain jeu, on change d'ambiance. Alors, C'est ça. c'est dans 15 jours, mais on rappelle aussi que vous pouvez retrouver la liste des jeux suivants que l'on fera. Parce que là, on vous présente Death Door, mais il y a aussi donc sur Twitch, sur la page Twitch, vous voyez, il y a aussi donc le programme des 4 prochains jeux, donc des jeux qui suivent le Death Door. Donc vous avez la liste en gros des 5 jeux qu'on va faire par la suite, comme ça vous pouvez vous organiser, parce que 15 jours pour faire un jeu, c'est pas forcément Voilà, si évident. jamais vous voulez le faire avec nous, hein, Voilà, y a on n'a pas pas, de toujours souci, on hein. n'a pas toujours le temps pour faire un jeu en 15 jours, même si c'est pas des jeux forcément longs, mais quand même. Hein, la vie C'est fait pour ça, que vous c'est pas pourrez, toujours évident. si en 15 jours vous n'avez pas le temps de faire Death Door, vous pourrez faire The Forgotten City et puis en parler avec nous dans un Exactement, mois. voilà, exactement. Donc à vous de vous organiser. Nous, on sait que Et- nous, on prend de l'avance avec Maxime, on prend de l'avance sur les jeux, Voilà, c'est ça. donc c'est pas voilà. Et c'est des jeux que vous pourrez me voir en let's play dessus sur la chaîne, hein. Donc là, Death Door, je l'avais déjà commencé moi, donc je vais juste le terminer sur la chaîne. Il me reste pas longtemps, je suis vraiment au boss final, donc je vais le terminer, je pense, en streaming sur la chaîne cette semaine là. Et derrière, j'attaquerai moi The Forgotten City en stream sur la chaîne. Donc Exactement. en let's play. Mm. Donc vous pourrez le suivre si ça vous intéresse aussi. C'est en complément en fait des émissions. Les émissions sont vraiment tous les 15 jours, enfin les discussions hein, du jeu, ce sera tous les 15 jours avec Thomas, parce que Thomas aussi fait le jeu. Mais c'est vrai que moi je le fais en plus en let's play sur la chaîne. Ah ben, forcément que je fais le jeu, parce que du coup c'est voilà, si on veut Voilà. bien en discuter, il faut le faire. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'on Pour le fait, ceux- on le fait chacun de notre côté, et moi je le fais en let's play, et Thomas sans le let's play. Ouais. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de faire le jeu, n'ont pas envie d'acheter le jeu, bah voilà, vous pouvez aussi suivre les let's play de Maxime qui donc va les faire sur la chaîne, va essayer de faire le jeu en entier à chaque fois. Donc voilà, c'est une alternative, qui est tout à fait possible. Voilà. Donc nous on va se retrouver donc dans 2 semaines. D'ici là, je souhaite à tous donc de bonnes aventures vidéoludiques sur Death Door ou sur les autres jeux que l'on va faire ou sur d'autres jeux que vous voulez faire. Et puis donc on se retrouve dans 2 semaines avec Maxime au même endroit sur Twitch Sur Death pour Door. une nouvelle discussion sur Death Door du coup. Et vous Exactement. pourrez retrouver donc la rediffusion de cette discussion sur Facebook. Exactement. Donc Non, sur Facebook, sur YouTube, pardon. Exactement, donc sur YouTube, vous retrouvez la rediffusion de toutes les discussions qu'on peut avoir sur la chaîne. Donc venez discuter avec nous, c'est le principe de l'émission, enfin de la discussion même, c'est une discussion. Venez discuter dans le chat avec nous sur Twitch, c'est le principe, faites les jeux et venez partager vos analyses, vos ressentis sur les jeux, ce que vous en connaissez, ce que vous en savez. C'est l'idée de la chaîne, de partager notre passion pour le jeu vidéo. Exactement. Et ben on se dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Salut à tous. Salut Maxime. Salut à tous, bonne soirée. Salut Thomas.